Vous avez probablement tous déjà vu ce genre de vidéo passer dans votre actualité dans les dernières années. Le concours de Ice Bucket Challenge a en effet été créé pour ramasser des fonds pour la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique. Dans la présentation suivante, nous aborderons divers aspects permettant de répondre à la question « Comment la sclérose latérale amyotrophique modifie la qualité de vie des personnes atteintes ?» Débutons par l'étymologie. Si l'on décortique le terme sclérose latérale amyotrophique, sclérose signifie durcissement ou cicatrisation, latéral signifie côté, a signifie absence de, myo signifie muscle et trophique signifie alimentation nerveuse. La SLA, c'est la dégénérescence sélective des neurones moteurs situés dans le cortex, le tronc cérébral et la moelle épinière. Le décès des personnes atteintes survient quand la maladie s'attaque aux neurones innervant le diaphragme et les muscles respiratoires. C'est le médecin français Jean-Martin Charcot qui a fait les premières découvertes en 1869 après avoir observé différents symptômes et lésions dans la moelle épinière. Un des cas les plus connus est celui de Lou Gehrig, une étoile du baseball aux États-Unis, qui est décédé de cette maladie 2 ans après avoir pris sa retraite en 1939. À l'échelle mondiale, on estime que 400 000 personnes sont atteintes de la maladie et que 100 000 en meurent chaque année. Au Canada, il y a environ 3 000 personnes âgées de plus de 18 ans qui sont atteintes de la SLA et moins d'1 patient sur 10 a des antécédents familiaux de la maladie. Le déclenchement de cette maladie se fait habituellement entre l'âge de 40 ans et de 75 ans. Nous allons maintenant nous concentrer sur les causes de la sclérose latérale amyotrophique. Selon une recherche réalisée en 2015, un des facteurs majeurs dans l'évolution de la maladie causant la mort des motoneurones serait la toxicité du glutamate. En effet, on remarque qu'un niveau élevé de glutamate dans la fente synaptique amène l'activation excessive des récepteurs à glutamate et que cela serait la cause de nombreux dommages aux neurones environnants. Un des facteurs responsables de cette augmentation de glutamate serait la diminution de la recapture dans la fente synaptique. En effet, cela serait causé par une perturbation des fonctions des principaux acides aminés transporteurs du glutamate. Un autre facteur causal possible serait un changement dans le mécanisme de libération du glutamate par la membrane présynaptique. La manifestation de ces phénomènes responsables de la sclérose latérale amyotrophique proviendrait de la mutation de certains gènes dans l'organisme qui conduirait à différentes pathologies. Quels sont les symptômes associés à cette maladie? Premièrement, celle-ci s'attaque uniquement aux neurones moteurs du corps, c'est-à-dire aux neurones qui transmettent les messages aux muscles pour commander une action, comme courir. Les symptômes observés seront donc reliés à différents muscles du corps. Majoritairement, ce seront les muscles des bras, des jambes, du visage, de la déglutition et parfois de la respiration. Aucun symptôme en lien avec des fonctions sensorielles comme par exemple le toucher, le goûter, la vue ou l'ouïe, ainsi qu'avec des fonctions urinaires, sexuelles ou intellectuelles ne seront observés. La personne atteinte sera donc toujours pleinement consciente de ce qui se passe et les manifestations de la maladie seront uniquement physiques. Il existe 2 formes de SLA, dépendamment si les motoneurones supérieurs ou inférieurs sont attaqués. La forme spinale résulte d'une dégradation des motoneurones inférieurs, soit les noyaux des neurones moteurs que l'on retrouve en antérieur du foramen vertébral et qui se connectent aux muscles squelettiques. La personne ressentira des faiblesses dans un membre, des petites contractions musculaires involontaires, des crampes et des sensations de raideur dans les articulations et les membres. Il sera de plus en plus difficile d'effectuer des mouvements précis et coordonnés et de garder l'équilibre. Les faiblesses musculaires, l'atrophie musculaire, l'hyporéflexie et l'hypotonicité seront notables. Pour ce qui est de la forme bulbaire, elle découle plutôt d'une atteinte au niveau des motoneurones supérieurs.
Ce sont les neurones qui se trouvent au niveau du cortex moteur et du tronc cérébral et qui communiquent avec les motoneurones inférieurs. Les symptômes observés avec ce type de SLA sont causés par l'affaiblissement des muscles du visage, de la bouche et de la gorge. Abordons maintenant la question de comment diagnostiquer la sclérose latérale amyotrophique. Malheureusement, le diagnostic de cette maladie s'avère très complexe et soulève encore beaucoup de questionnements. Dans les premiers temps de leur développement, toutes les maladies du neurone moteur se confondent de par leurs symptômes communs. Il est donc ardu de diagnostiquer la SLA de façon claire et catégorique. La recherche des premiers signes perceptibles de la SLA s'effectue par des tests comparatifs consistant à éliminer les indicateurs communs aux maladies du neurone moteur. Les tests effectués aux patients dont on soupçonne être atteints de la SLA sont des tests physiques de base, une électromyographie, des tests sanguins, une IRM ou autres tests afin de chercher la présence d'autres maladies qui pourraient ressembler à la SLA. Malgré la série de tests utilisés par les professionnels de la santé, il est possible de poser un faux diagnostic. Les symptômes de la SLA pourraient se confondre avec de simples signes de vieillissement normaux, mais par contre, les muscles continuent de s'affaiblir partout dans le corps. Aussi, un diagnostic de la sclérose latérale primitive pourrait être posé par erreur, car celle-ci diffère de la SLA par une absence d'atrophie des muscles et l'espérance de vie normale. Passons maintenant au traitement de cette maladie. Il est possible d'atténuer certains symptômes par des méthodes qui permettent à la personne atteinte de la SLA d'avoir une meilleure qualité de vie. Premièrement, les complications respiratoires telles que la défaillance de la fonction respiratoire ou l'obstruction des voies respiratoires peuvent être atténuées par la respiration assistée à pression positive